Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la transcription de l'ADN. Alors l'ADN, on peut le localiser par un marquage fluorescent et on voit qu'il est situé principalement dans le noyau, alors que les protéines synthétisées le sont dans le cytoplasme. On a l'ADN ici, les protéines dans le cytoplasme, et si on compare un individu sain avec un individu qui est atteint d'une maladie qui s'appelle Xeroderma pigmentosum, on constate que les séquences sont un petit peu différentes. On peut voir ça avec un logiciel qui s'appelle Génigène, que vous pouvez trouver en ligne, qui permet de comparer ici les séquences de nucléotides d'un individu sain avec un individu muté. Et on voit qu'il y a un remplacement d'un nucléotide A par un nucléotide C. Par ailleurs, si on compare les protéines, on voit que cette modification de l'ADN se retrouve dans les protéines, donc ici, on peut comparer, vous voyez les séquences, ici donc XPC norm pro et XPC mut pro, pro pour protéine, et on va voir qu'on a un acide aminé qui est différent, on a une glutamine à la place d'une lysine. Donc si je récapitule, on a remplacement d'un nucléotide A par C, donc l'ADN est muté pour l'individu atteint, et dans ces protéines, au lieu d'avoir de la lysine, on a de la glutamine. Ça, c'est une conséquence sur la fonction des protéines, puisque la protéine XPC, c'est une protéine qui est impliquée dans la réparation de l'ADN, et que dans le cas où elle est mutée, elle va moins bien réparer l'ADN lorsqu'il est lésé par des rayons ultraviolets. Si on met en relation ces deux documents, on en conclut que la synthèse de protéines dans le cytoplasme, à partir de l'ADN, va nécessiter un transfert d'informations. Donc il y a une sorte de communication entre l'ADN et les protéines, des informations qui doivent passer du noyau vers les protéines. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment se fait le lien entre l'ADN dans le noyau et la protéine dans le cytoplasme. Attention, ne jamais dire que c'est la protéine qui est mutée, c'est toujours l'ADN qui est muté, et ça peut avoir des conséquences pour la protéine et modifier la séquence d'acide aminé. Alors, plusieurs hypothèses sont possibles pour expliquer cette communication, ce transfert d'informations entre l'ADN et la protéine. Peut-être que l'ADN passe par les pores nucléaires et que c'est comme ça que les protéines sont modifiées. Problème, c'est pas du tout la même échelle. L'ADN est trop grand pour passer par les pores nucléaires, donc c'est pas possible qu'il y ait ce contact-là. Alors on peut imaginer à l'inverse que ce soit la protéine qui passe par les pores nucléaires et qui arrive à l'ADN et qui permettrait cette modification. Là encore, c'est pas possible. Les protéines sont elles aussi trop grandes, donc il faut aller chercher ailleurs. Il y a diverses expériences que je vous épargne qui ont permis de proposer l'ARN comme messager. Alors on va l'étudier plus en détail, cet ARN, mais on a ce modèle qui commence à se dessiner, qui est que l'ADN qui est dans le noyau permet la synthèse de protéines à partir d'un ARN qui serait un messager entre l'information de l'ADN et celle contenue dans la protéine. Alors, on va regarder la molécule d'ARN, qui est un bon candidat pour être un messager. On peut l'ouvrir dans l'IMMOL, vous voyez, ARN messager, et on peut l'afficher de différentes façons, en ruban, en squelette. On peut colorer les résidus, c'est-à-dire les acides aminés. On voit déjà que, on peut changer le fond, on voit déjà que l'ARN messager, c'est une molécule simple brun. Et par ailleurs, il y a des séquences de ribonucléotides qu'on peut afficher ici avec l'onglet séquences. Vous voyez que là, je colore en blanc les uraciles, qui sont les nucléotides un petit peu particuliers de l'ARN messager, comparé à l'ADN qui lui possède les nucléotides ATCG. Voilà les nucléotides à uracile en blanc. Alors, pour démontrer que c'est bien cet ARN messager qui permet la synthèse de protéines, il y a différentes expériences, notamment celle de Nirenberg en 1961. Donc une expérience, c'est toujours la comparaison de deux montages. On a un premier montage dans lequel on met des extraits de bactéries in vitro, et ils sont capables de synthétiser des protéines. Donc on est toujours sur notre modèle, ADN permet la synthèse de protéines par ARN messager, mais ça c'est ce qu'on cherche à démontrer. Pour tester ça, on regarde, on fait une première expérience, on met de l'ADNase. L'ADNase, ça va détruire l'ADN et il n'y a plus de protéines. Ça paraît assez logique, ça correspond avec notre modèle, donc par comparaison, hein, le seul facteur variant ici, c'est la suppression d'ADN, et on n'a plus de protéines. Donc ça montre que l'ADN est nécessaire à la synthèse de protéines. Si maintenant on compare avec le montage 3, dans lequel on détruit l'ARN grâce à des ARNases, on constate que là non plus, on n'a plus de protéines.
Donc cela montre que l'ADN est, bien que nécessaire, il n'est pas suffisant à la synthèse de protéines. L'ARN messager semble intervenir dans cette synthèse protéique. C'est ce quatrième montage qui va être déterminant, puisque là on supprime de l'ADN, on supprime aussi de l'ARN, donc on s'attend bien sûr à ce qu'il n'y ait pas de protéines, mais on rajoute de l'ARN et on obtient des protéines. Alors on pourrait comparer ce montage par exemple avec le montage 3, mais attention, je vous renvoie à ma vidéo sur les expériences, lorsqu'on compare des montages, il ne faut pas qu'il y ait deux facteurs variants. Ici, la DNase et l'ARN sont en plus par rapport au montage 3. Donc il faudrait un montage 3' dans lequel on supprime l'ADN et dans lequel on constate qu'il n'y a pas de protéines. Et là, ça montrerait que c'est bien le fait d'ajouter de l'ARN qui permet la synthèse des protéines. Et donc, ça valide cette idée d'un ARN qui serait le messager entre l'ADN du noyau et les protéines synthétisées dans le cytoplasme. Alors, on démarre un schéma bilan dans lequel je vous invite à consulter la légende. En violet, ce sont les structures cellulaires que vous voyez ici. En noir, ce sera les structures moléculaires, et en orange, ce sont les phénomènes de l'expression de l'information génétique. Donc, pour démarrer, nous avons compris que dans notre noyau, il y a de l'ADN, plus précisément un fragment d'ADN, un gène en fait, pour être précis, qui est une séquence de désoxyribonucléotides. Le brin d'ADN permet la synthèse d'ARN, on appelle ça un brin transcrit. Et cette synthèse se fait par complémentarité, vous voyez A avec T ou A avec U quand c'est sur l'ARN, puisqu'on n'a pas de T. En fait, le U a un comportement équivalent au T sur l'ARN messager. Il est complémentaire du A. Cette synthèse d'ARN, elle ne se fait pas toute seule. Il y a un ouvrier qui s'appelle l'ARN polymérase et qui permet de fabriquer cet ARN messager d'après le plan de montage qui est porté par le brin transcrit qui dit comment les nucléotides doivent être associés dans l'ARN messager. L'autre brin qui n'intervient pas dans la transcription est appelé brin transcrit. Et c'est lui qui va nous donner la séquence de l'ARN. Si vous regardez, vous voyez qu'on a exactement la même séquence au T près. C'est-à-dire que là, on a ATGGTTTTG, et là, on a AUGG, UUUUG. Donc, on a la même séquence avec les T qui ont été remplacés par des U. C'est pour ça qu'on l'appelle le brin codant. C'est lui qui nous donne la séquence de l'ARN messager. Alors, un petit dessin animé pour récapituler ça. On a le brin transcrit ici, et le brin codant en bleu. On voit un allongement de la molécule d'ARN qui s'est fait avec un sens de lecture de l'ARN polymérase qui lit l'ADN dans un sens 3', 5'. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais retenez qu'il y a un sens et que l'ARN, lui, va être construit dans un sens opposé, c'est-à-dire dans le sens 5', 3'. À l'issue de la transcription est synthétisé un ARN messager. Cet ARN messager, c'est une séquence donc de ribonucléotides. Alors cette petite nuance entre désoxyribonucléotides et ribonucléotides, c'est juste le sucre qui est différent. Donc pour les désoxyribonucléotides, c'est ceux qui sont de type ATCG, comme dans le film Bienvenue à Gattaca, pour ceux qui connaissent. Vous avez les lettres du film qui correspondent aux lettres des nucléotides de l'ADN. Et pour l'ARN messager, c'est un sucre un petit peu différent qu'on appelle le ribose, qui est un des constituants des nucléotides AUCG. Alors, on a fait une petite expérience qui consiste à associer l'ARN messager synthétisé avec un brin transcrit, donc qu'on a séparé du brin non transcrit, et on les fait s'associer par complémentarité. Lorsque des nucléotides sont complémentaires, ils s'associent, donc c'est le cas des zones ici où vous voyez que c'est associé, et on voit des boucles dans lesquelles il n'y a pas d'association entre l'ARN messager et le brin transcrit. Autrement dit, l'ARN messager est plus court que ce qui devrait être, puisque l'ARN messager devrait être exactement de taille identique au brin transcrit, puisque ça se fait par complémentarité. Il n'y a pas de raison. Cela nous montre qu'il y a des portions qui ont été tout bonnement supprimées entre le moment où l'ARN a été transcrit et le moment où on a notre ARN messager. Il y a eu ce qu'on appelle une maturation de l'ARN. Donc on va dire qu'avant d'avoir un ARN messager, on a un ARN qui est pré-messager, qui perd certaines portions qu'on appelle les introns. C'est ce que vous voyez ici en violet en fait. Ça correspond à ce qui a été supprimé dans l'ARN messager. Et on appelle ça, ce phénomène, ça s'appelle l'épissage, et c'est ce qui fait passer d'un ARN pré-messager à un ARN messager. Alors on va reprendre ça dans le schéma bilan qui suit. Nous avons ici
notre ARN pré-messager que j'ai représenté, qui est fabriqué donc par complémentarité au brin transcrit, et on voit notre ARN messager qui a été raccourci puisque les introns ici roses ont été éliminés. C'est le cas numéro 1, et on retrouve dans la séquence de l'ARN messager les exons qui ont été conservés. J'avoue que ce nom est un petit peu contre-intuitif parce qu'on s'attend à ce que les exons soient ceux qui partent, et ben non, ce sont ceux qui restent dans l'ARN messager. Donc ça c'est le cas numéro 1, où les introns éliminés sont ces petites séquences en rose. Et donc ça correspond à ce qu'on appelle le phénomène de maturation de l'ARN messager, avec le fameux épissage des introns. Mais attention, parce qu'il y a un deuxième cas où les introns éliminés peuvent être ceux qui sont en bleu ici, et donc dans ce cas-là on obtient un deuxième ARN messager, avec une séquence complètement différente. Et cette fois les exons conservés sont ceux en rose, et donc on se retrouve avec deux ARN messagers possibles. On appelle ça un épissage alternatif. Des ARN messagers différents sont produits selon les introns qui sont épissés, c'est-à-dire soit les séquences bleues, soit les séquences roses. Alors elles ont le nom d'introns ou d'exons en fonction de leur devenir. Lorsqu'elles disparaissent de la séquence, on appelle ça des introns, et lorsqu'elles sont maintenues dans la séquence, on appelle ça des exons. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement un même gène va pouvoir faire plusieurs ARN messagers et donc plusieurs protéines différentes. Ça multiplie les possibilités de fabrication de protéines. Maintenant, on arrive à la question de notre ARN messager, quel est son devenir? Comment est-ce que cet ARN va quitter le noyau, ou plutôt comment le démontrer? Il y a une petite expérience qui consiste à faire du marquage de l'ARN messager, on lui donne un précurseur radioactif. On constate que la radioactivité, on la retrouve principalement dans le noyau après 15 minutes sur un milieu radioactif. Mais si on attend 1h30 de plus, on va retrouver cette radioactivité dans le cytoplasme. Comme c'est l'ARN messager qui contient la radioactivité, on en déduit que l'ARN messager était dans le noyau initialement et qu'il a migré ensuite dans le cytoplasme en 1h30 environ. En tout cas, au minimum en 1h30. On a ainsi mis en évidence une migration de l'ARN messager depuis le noyau vers le cytoplasme. Et voilà pour la transcription. N'oublie pas d'aller voir dans les commentaires parce que tu y trouveras des quiz, des schémas et des liens vers d'autres vidéos qui te permettent d'approfondir un peu. Et aussi, tu peux aller réviser d'autres sujets en recherchant sur n'importe quel moteur de recherche les mots suivants, et ça te permettra d'avoir une vision d'ensemble de toutes les vidéos. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker ces vidéos et à t'abonner, ça te permettra de suivre toute l'actualité sur d'autres sujets.